Bon, c'est parti pour un petit réact de Fatch. Fatch, je crois que n'avait pas loupé ses dernières vidéos en plus. Hein. Ah, la quête impossible du marathon, je l'ai jamais maté. Ah, faudra que je me mette ça aussi. Mais en tout cas, là, on est en plein Tour de France. Plus grande étape de l'histoire du Tour de France. Les amis. Car je vais vous emmener sur la plus grande étape de l'histoire. Emmène-nous, Fatch. Un monument culturel, historique et sportif. Emmène-nous, mon Fatch. Presque plus besoin de se présenter. Car chaque année, c'est la même rengaine. Lorsque l'été arrive, près de 200 des meilleurs cyclistes du monde traversent la France pendant 3 semaines. Avec comme objectif déjà 10 survivre. Et pour les plus ambitieux de le remporter. Et aujourd'hui, donc, nous sommes au départ de la 19e et dernière étape de montagne du Tour de France 2011. Au programme, les Alpes, avec 3 cols de haute montagne et plus de 3000 mètres de dénivelé positif. Bref, l'enfer. C'est la 3e et dernière Merde, c'est pas assez fort semaine de course. Et 5 guerriers se disputent encore le maillot jaune, symbole du leader au classement général. Et putain, c'est vrai que ce genre de Tour de France aussi serré et tout, ça c'est la folie. Ce que je vous propose donc, c'est de vivre cette bataille. Une mêlée générale où les 5 prétendants que je vous présenterai auront chacun l'occasion d'entrer dans la légende du Tour. Et donc de marquer l'histoire du cyclisme à tout jamais. Je vous plante le décor. Nous sommes en 2011. Cette année-là, ils étaient 198 à prendre le départ de la plus célèbre compétition cycliste au monde. 22 équipes au total, les 18 du circuit World Tour et 4 équipes outsiders invitées par l'organisation. Pourtant, au matin de cette 19e étape, ils ne sont déjà plus que 168. Et parmi ces rescapés, donc, 5 hommes, nos leaders, toujours en lice pour rafler le célèbre maillot jaune. Et je vais bien sûr vous les présenter. Le premier, c'est un Français. Et il est en jaune, c'est Thomas Voeckler de l'équipe Europcar, invité par l'organisation et plus petit budget du Tour. Un peu comme son équipe, ce serait dur de dire qu'il est là par hasard. Mais ce serait aussi mentir que d'affirmer qu'on l'attendait à ce niveau. En fait, Voeckler, c'est un des coureurs les plus combatifs du peloton. Un baroudeur, puncher, malin et stratège. De ceux qui peuvent un peu plus que les autres repousser leurs limites pour créer l'exploit sur Toto qui donne tout. Mais qui en... C'était quand la toute première fois qu'il y avait eu étape de Voeckler et tout là? Montagne et sur les courses à étapes 2005, un truc comme ça, souvent leurs limites quand il s'agit de suivre les meilleurs. En 2004, il avait déjà porté le maillot jaune pendant 10 jours, mais il n'avait jamais été vraiment proche de remporter le Tour. Et cette année-là, donc, rebelote. Il prend la bonne échappée, profite de chutes dans le peloton, finit second de l'étape et s'empare du maillot jaune. Mais là où l'histoire va changer, c'est que Voeckler va s'accrocher à son maillot et sortir des Pyrénées en leader. Et petit à petit, l'Alsacien y croit. Il ne reste donc qu'une étape de montagne. Cela fait déjà 12 jours qu'il est en jaune et il dispose d'un sérieux atout dans sa manche, un coéquipier en grande forme dans l'école, le jeune français Pierre Rolland, son lieutenant, qui sera chargé... Oh Pierrot! Putain mais moi c'est bien parce que j'ai trop à rattraper, Pierre Rolland il a participé à l'échappée quand même! ...de lui faciliter l'école. Le second a seulement 15 secondes. Je savais pas qu'il y avait eu cette histoire sur ce moment. C'est lui, Andy Schleck, de l'équipe Léopard Trek, luxembourgeois et excellent grimpeur. Il a terminé 2e des 2 derniers Tours de France. La veille, il a montré toute sa force il y a les deux frères, en allant s'imposer dans le col du Galibier. Ça va être que ça, ça va être que du prouve, que du prouvage. 45 mètres d'altitude. Et il s'est parfaitement positionné pour s'emparer du maillot jaune lors de cette dernière étape de montagne. Son unique point faible, mais il y a trop de trucs dans cette étape, Pietro rouleur, il est conscient qu'il perdra du temps le lendemain, lors de l'épreuve de contre-la-montre. Alors c'est aujourd'hui, sur un type d'étape qu'il affectionne, qu'il lui faut plier le Tour. Juste derrière lui, à 53 secondes de Voeckler, je vous présente un deuxième Schleck, Franck, le grand frère, qui évolue dans la même équipe. Le setup déjà est fou au classement général et tout. Mais il a souvent été dans l'ombre de son frère, devenant même parfois son lieutenant. S'il a l'opportunité de jouer la victoire finale, il ne s'en privera bien sûr pas. Mais il le sait, le leader et le plus talentueux de l'équipe, c'est Andy. Notre 4e prétendant a seulement 4 secondes de Franck, c'est lui, Cadel Evans, l'Australien du team BMC. Connu pour sa polyvalence, il est à chaque fois, sans en être spécialiste, un excellent grimpeur et un super rouleur. Coureur complet, pugnace, il sait que son objectif du jour est de reprendre du temps à Thomas Voeckler, mais sans pour autant en perdre sur Andy Schleck. En clair, rester à portée de tir en vue du contre-la-montre du lendemain, puis devenir le premier Australien de l'histoire à remporter le Tour. Et notre dernier prétendant est une bête blessée, mais extrêmement dangereuse. C'est Alberto Contador, l'Espagnol du team Saxo Bank. Mais il n'est ce matin que 7e au classement général, à près de 5 minutes de Thomas Voeckler. La veille, il a complètement explosé lors de la dernière ascension et a fini à 3 minutes 50 derrière Andy Schleck. Vainqueur du Tour d'Italie 2 mois plus tôt, il est arrivé dans cette dernière semaine du Tour plus fatigué que prévu. Mais grimpeur exceptionnel, très bon rouleur et déjà triple vainqueur du Tour, il n'est pas à sous-estimer lors de cette fin de course. Bon, nous avons maintenant nos 5 prétendants au maillot jaune. Il y aura bien sûr quelques quêtes annexes qui feront le mythe de cette étape et que je vous expliquerai en temps et en heure. Mais pour ce qui est de la quête principale, ça ne se jouera qu'entre ces 5 hommes.
Mais juste avant ça, laissez-moi vous présenter Displate, le partenaire de cette vidéo. Bon. Est-ce que t'aurais pas un code de réduction, mon Fatch, là? Dis-nous. C'est des posters nouvelles gérées. Et ben maintenant nous avons Displate. Bon, pour vous les figures, fort FF, comme moi, en choisissant quelques affiches. De mes grandes passions, c'est le cinéma. Alors là, je me suis fait plaisir. Le petit plan de 3/4, mon Fatch, sympa. En choisissant quelques affiches mythiques, dont celle-ci, indétrônable pour moi. Celle de Star Wars 1 avec Anakin enfant, ou celle de Dune 2 en vert admiré et Rosing, et j'en passe. C'est un mec de la science-fiction. Si ça vous intéresse, c'est un peu une petite révolution pour moi, car j'aime pas trop faire des trous dans mes murs, mais j'achète quand même des affiches. Alors ce qui se passe souvent, c'est que les me semble. Fatch, vous pouvez profiter de 27% de réduction si vous en achetez un ou deux, et 37% si vous en prenez plus. Le lien est en description, et c'est maintenant le moment de retourner à notre étape mythique. Donc avec certains artistes, comme c'est un peu un truc marketplace, t'as un peu du vol et tout, mais bon, on soutient Fatch, on soutient Fatch. Vous devez comprendre une chose, le Tour de France, c'est la mecque du cyclisme. En fait, sur le circuit pro, 18 équipes de 30 coureurs se battent toute l'année pour le classement général. Et pour gagner des points, il faut s'illustrer sur les 35 courses du circuit. Elles sont classées en 6 catégories, de 1 à 6. 1 étant la catégorie la plus prestigieuse, celle permet... IRL, les frères Schleck, pas sympa. Je suis au luxe, 3 petits points. Si tu es blonde à forte poitrine, 3 petits points. Mais vraiment, vos messages, 3 petits points. J'adore parce qu'on dirait vraiment les informateurs. Ça sort de la taverne, ça sort du club libertin. Oui, j'ai vu Andy Schleck, pas sympa, 3 petits points. C'est le plus de points. C'est vraiment en mode... La révélation, à qui profite ce business? Je vous explique rapidement, dans l'année, vous avez 2 catégories de courses. C'était des virgules, Dominique. Les classiques, les compétitions d'un jour, comme le Paris-Roubaix par exemple. C'est facile, si vous terminez premier, vous la remportez. Je peux pas en dire plus, Puis, il y a les courses à étapes, qui se déroulent sur plusieurs jours donc, et où le niveau de fatigue devient un élément clé, car c'est le temps cumulé de chaque étape qui forme le classement général. Ils sont sympas en plus, mais Damiano, il a tous les coulisses. Et c'est dans cette catégorie que l'on retrouve les courses les plus prestigieuses du circuit, les grands tours. Au programme, 21 étapes en 3 semaines, et plus de 3000 km à parcourir. Des grands tours, il y en a 3. 2 d'entre eux sont classés. Il n'y a pas de course en Colombie ou... Le premier a lieu en mai, Colombiens en Italie, c'est le Giro. Que... Le second se déroule en septembre, en Espagne, c'est la Vuelta. Et entre les deux, donc, en juillet, nous avons l'unique course classée catégorie 1. La plus grande, course, la plus mythique et la plus prestigieuse, donc le Tour de Colombie. Le Tour de France. C'est big La difficulté de ces étapes de montagne, la beauté de ces paysages et la foule accompagnant les coureurs sur les routes chaque jour ont construit sa renommée année après année depuis plus de 100 ans. Au début, l'histoire est partie d'une simple embrouille entre le journal Le Vélo et le journal L'Auto-Vélo. Le premier attaque le second en justice et le force à s'appeler simplement L'Auto. Le second réplique, de peur de perdre ses lecteurs cyclistes, et crée, puis médiatise en 1903 ce qui deviendra donc la plus grande course au monde, le Tour de France. Puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Auto devient l'équipe, et près de 80 ans plus tard, la famille le Tour de France est devenu le 3e événement le plus suivi au monde, derrière la Coupe du Monde de foot et les Jeux Olympiques d'été. Rien que ça. Étape de plaine pour sprinteurs, de collines pour baroudeurs, de montagne pour grimpeurs ou de contre-la-montre pour rouleurs. En fait, il y en a pour tous les goûts. Et côté coureur, chacun pourra trouver son étape, celle qui correspond le plus à son profil physiologique, et lors de laquelle il aura le plus de chances de l'emporter. Mais le Graal, la quête principale... Excusez-moi 2 secondes, parce qu'en fait, on a notre informateur masqué qui est de retour. Oui, en privé, pas cool. Entre parenthèses, c'était des points ratés. Ils sont sympas, 3 points d'interrogation. Tu ne connais pas Andy, 3 points de suspension. Vrai point. Alors, je sais pas, je connais pas Andy Schleck, mais sors-nous sa sextape, là, on attend plus que ça maintenant, là, c'est... donc de remporter le Tour de France. Là, vraiment, on est suspendu, là. Le maillot jaune, symbole d'excellence, de prestige ou de victoire. Ce maillot n'accorde en fait ses faveurs qu'à un coureur complet. Pour le remporter, il faut être courageux, endurant, stratège, mais aussi avoir à ses côtés une équipe solide. Vous verrez. C'est Froome qui est couru. Mais bref, revenons à notre tour. L'étape du jour fait 110 Bon, l'intro est très longue. Une étape très courte donc. Ça fait 8 minutes. Hein. Ne vous faites pas chier, il y a des gens qui connaissent pas le cyclisme. Sprint final. Là, vous êtes en fantasy cyclisme. Avant le contre-la-montre du lendemain, puis l'arrivée sur les Champs-Élysées. Le but est de faire découvrir aux gens, c'est bien. À Saint-Michel-de-Maurienne, au pied de la première difficulté de la journée, le col du Télégraphe. Dans un scénario classique, en montagne, c'est souvent l'équipe du maillot jaune qui contrôle la course, pour protéger son leader. La stratégie souvent utilisée est celle de l'écrémage. Augmenter progressivement le rythme pour fatiguer et distancer les coureurs les plus faibles. Une sorte de sélection naturelle où seuls les meilleurs grimpeurs parviennent à suivre le rythme, et où les rivaux du maillot jaune sont découragés d'attaquer, au risque de se mettre dans le rouge trop tôt dans la course. Mais ça, c'est si l'équipe du maillot jaune est assez solide pour exécuter cette stratégie. Merci, Jérémy. Et là, le team de Vauclair, Europcar, n'a pas été construite pour ça. Rappelez-vous, Vauclair n'est certes pas là par hasard, mais personne ne l'attendait à ce niveau. Et Europcar n'est là que parce qu'elle a bénéficié d'une wildcard de l'organisation.
l'organisation. Alors c'est l'équipe d'Andy Schleck, deuxième et grand gagnant de la veille, qui prend les devants et commence l'essorage. Mais bon, de toute façon, nous n'en sommes qu'à la première difficulté. Le départ a été lancé il y a quoi ? Moins de 20 minutes, il reste près de 3 heures de course. Attaquer ici. Qu'est-ce que je trouve ça nul, ça, dans le cyclisme, le côté... Je pense... Oh, je dis peut-être de la merde, non, je dis de la merde parce que c'est la même, en fait, en Formule 1, mais le fait que ça soit des sponsors qui aient les noms d'équipes. Ce qui fait que si tu suis plus, t'es du père, parce qu'en fait, c'est souvent du co-sponsoring, ce qui fait que Jumbo-Visma, genre cette année, maintenant, c'est plus que Visma, c'est ça ? Mais ce qui fait que quand tu suis que un tout petit peu, t'es tout le temps du père, parce que tu comprends pas exactement qui a changé, le pourquoi, est-ce que c'est Lotto Soudal, est-ce que c'est Quick-Step, machin, etc. C'est comme en e-sport, en vrai. Bah non. En e-sport, pour le coup, c'est K-Corp, potentiellement derrière K-Corp Orange, parce que c'est la line-up Rocket League ou autre, tu vois. Oui, c'est encore Visma, mais c'est plus Jumbo. C'est Visma, Lee the Bike maintenant, tu vois. Donc, oui, mais c'est ça qui fait vivre le vélo. Non, normal, mais c'est un fonctionnement qui est pas si simple, quoi, tu vois. Si ça relèverait du suicide. Ça va encore, je trouve. Qui attaque de loin au pied du col du Télégraphe. C'est eux qui financent après. Ouais, non, c'est vrai, mais cette étape ne je sais pas s'il n'y a pas d'autres modèles, tu vois, qui vont se développer au fur et à mesure. Hier, le double vainqueur du Tour, grimpeur de légende, s'est fait lâcher sur son terrain de prédilection. Alors, en ce début de course, c'est l'ego qui parle. Et de toute façon, il n'a plus trop le choix. Contador a perdu le Tour de France hier, très probablement. Et s'il veut avoir une toute petite chance de le remporter, eh bien, il doit, comme l'a fait Andy hier, prendre des risques, attaquer de loin. Une étape de montagne, c'est censé être un long marathon agrémenté de quelques accélérations bien senties. Mais là, en fait, dès le 14e kilomètre, le sprint commence. Peut-être qu'aujourd'hui, on va parler d'une étape qui rentre dans la légende du Tour de France. Mais bref, retour devant. Contador a attaqué, les Schleck ont suivi. Mais Voeckler et Evans ont eux préféré ne pas suivre. Car à ce moment-là, se mettre dans le rouge pour suivre un rythme démentiel, c'est risquer de se brûler les ailes. Alors que courir à son rythme, c'est une stratégie beaucoup plus prudente. Il faut simplement maîtriser l'écart et profiter de la descente pour reprendre du temps. Mais pas de prudence pour Voeckler, qui décide de revenir au courage. Et Thomas Voeckler a décidé de sortir du groupe et le maillot jaune qui revient. Le voilà revenu à hauteur de Alberto. Et il attaque! Ici le patron, c'est moi. Et chose plutôt rare donc, les favoris sont déjà seuls. Dans cette étape, déjà plus rien n'est vraiment rationnel. Et Alberto Contador qui accélère de nouveau. Et Frank Schleck, quand tout le monde peut la prendre, c'est la folie, le cyclisme. Impressionnante. On pensait que Frank Schleck serait l'homme qui attaquerait aujourd'hui. Le champion du Luxembourg qui n'arrive pas à accélérer. Frank Schleck déposé. Qui est lâché. Contador qui vient déjà d'éliminer pratiquement un adversaire dans le début du Télégraphe et dans le début de cette ascension. Après 20 minutes de course, mais surtout après plus de 2 semaines de vélo, les coureurs lâchent les uns après les autres. Voeckler, Evans, Contador et le cadet des Schleck n'ont aucun coéquipier pour les escorter. Et pour le moment, Frank Schleck est le seul à ne pas avoir réussi à suivre le rythme. Et c'est le moment pour moi d'ouvrir une première parenthèse, afin de vous parler du maillot vert, le leader au classement par points. Car oui, heureusement, le Tour de France, ce n'est pas que le maillot jaune. Il existe d'autres quêtes, que l'on pourrait qualifier de secondaires, mais qui pour certains coureurs ou certaines équipes sont un réel objectif. Pour le maillot vert, il faut accumuler des points lors des sprints intermédiaires et lors des arrivées d'étapes. D'ailleurs, c'est Abrams, Damiano, là, qui est là. Il a tout, là. Le nombre de points à remporter à la fantaisie. Et souvent, donc, c'est le meilleur sprinter qui remporte ce maillot. Au début de notre étape, c'est le Britannique Mark Cavendish qui le porte. Ancien coureur de piste, doté d'une puissance exceptionnelle, il a écrasé les arrivées au sprint, raflant déjà 4 victoires d'étape. À 3 jours de l'arrivée à Paris, plus personne n'est en mesure de lui prendre son maillot. Mais très mauvais grimpeur, il lui reste tout de même un adversaire de taille, cette ultime étape de montagne. Car pour conserver sa tunique verte, il lui faut ce soir rentrer dans les délais pour ne pas être disqualifié. Qu'est-ce que ça doit être chiant de sprinter quand tu tapes les étapes de montagne où t'es à 50 minutes derrière. Après, tu te chill aussi, je pense, ils sont détentes. Et vu le rythme sur lequel est partie cette étape, le Britannique a du souci à se faire. Encore 4 heures de galère pour lui. Faut juste être dans les délais, quoi. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée pour le résultat de cette première quête secondaire. Maintenant, fin de la parenthèse, et retour au maillot jaune. Déjà plus aucun coéquipier pour soutenir nos prétendants. La tension est forte, les risques immenses, car il suffit d'un grain de sable pour que la machine d'un de nos favoris s'enraye. Oui, et la problématique dans ce cas de figure, c'est s'il arrive un pépin mécanique à un des 4, il n'a plus d'équipier, et ça pourrait être le tour qui s'envole pour eux. Et puis, le rythme est déjà démentiel. Mais en fait, Contador ne fait que commencer son spectacle. Et pour l'instant, eh bien, c'est la grande démonstration de Contador avec Andy Schleck, avec Cadel Evans, et avec Thomas Voeckler, Evans qui lâche prise maintenant. Evans qui veut lâcher prise, Thomas Voeckler qui fait l'effort. Allez Toto! Oh Toto qui craque aussi. Cadel Evans qui a un problème qui met pied à terre. Cadel Evans qui a un problème qui met pied à terre. Ah là là. Ailleurs pour Cadel Evans. Thomas Voeckler ne va pas se mettre dans le rouge. Il est intelligent. Voeckler ne veut donc pas se mettre dans le rouge. Il a 18 secondes d'avance sur Schleck. La roue d'Alberto Contador, il a essayé une fois, il a failli se mettre dans le rouge. Bon,
comme ça fait déjà quelques fois que l'expression se mettre dans le rouge revient, autant que je vous explique concrètement ce qu'elle signifie. Juste envie d'être en fringale, moi. De la zone lactique, une zone d'effort risqué, où les muscles commencent à se fatiguer. Les gens dans la zone lactique là ou pas? Où l'allure ne peut être tenue qu'un temps limité. Se mettre dans le rouge, c'est donc puiser dans ses réserves et mettre potentiellement en danger le reste de sa course. Et la cruauté des grands tours, c'est qu'après 20 jours de course, c'est le mec. C'est le DS de. C'est le DS de Jumbo, lui, à gauche, lui, non? Enfin, de Visma, du coup, maintenant. Et la cruauté des grands tours, c'est qu'après 20... Tu vois, là, par exemple, du coup, HTC va savoir c'est le Visma maintenant. On sait pas pour qui il était à l'époque. Savoir, il a tout gardé. Il est beaucoup plus difficile de savoir où cette zone se situe réellement. On sait plus, et c'est pour ça d'ailleurs que les coéquipiers sont si importants. Car ils vous protègent, ils vous tirent, vous gardent dans une zone de confort le plus longtemps possible. Pour vous éviter de passer dans la zone rouge. En clair, de faire ce saut dans l'inconnu à la fin duquel vous découvrirez si le matelas de sécurité avait bien été positionné. L'ancienne Rabobank, ok. Evans est donc tiré par ses coéquipiers, mais Veuclair est lui seul. Lui a toujours été un coureur d'un jour, à l'ancienne. De plus en plus, les cyclistes regardent leur capteur cardiaque, leur compteur de watts de puissance, ou écoutent leur directeur sportif via leur oreillette pour prendre des décisions. Mais lui ne fonctionne pas comme ça. D'habitude, pour lui, chaque jour est une histoire différente. Une histoire au début de laquelle il sonde ses jambes, puis décide ou non de passer à l'attaque selon la réponse qui lui est donnée. Mais là, il doit courir autrement, car il court pour le maillot jaune. Il doit gérer, il doit être un stratège, ne pas laisser s'échapper ses rivaux, mais en même temps ne pas se cramer, car la course est encore longue, et là où tout se jouera de toute façon, ce sera dans l'ultime ascension. L'étape est régale quand même. Hein. Car la course est encore... Fait col du Télégraphe, into Galibier, grosse descente, et tu finis avec l'Alpe d'Huez. Longue, et là où tout se jouera de toute façon, ce sera dans l'ultime ascension. Un col hors catégorie, un col mythique, le col de l'Alpe d'Huez. Mais chaque chose en son temps. Pour le moment, nous sommes toujours dans celui du Télégraphe, et Veuclair a fait son choix. Il veut revenir sur le groupe de tête le plus rapidement possible, pour que ses rivaux ne s'échappent pas. Ouais, et cramé, ça, quoi qu'il en coûte. Ça y est, enfin, le peloton passe la première difficulté du jour, le sommet du col du Télégraphe. Et 36 secondes plus tard, Veuclair arrive. Tout le monde en est conscient, c'est un moment important. Quel début d'étape, voilà le peloton qui va passer avec 1 minute 36 de retard. Mais pas de repos dans ce début d'étape. Seulement 5 minutes après l'ascension du col du Télégraphe, classé catégorie 1, rebelote. Cette fois, ce sera le Galibier, un col hors catégorie, le plus haut degré de difficulté. Le Tour de France va certainement se jouer maintenant. En fait, plusieurs critères sont pris en compte pour arriver à cette cotation. La longueur de la pente, sa raideur, ou encore l'endroit où la difficulté est placée dans l'étape. Car forcément, avec la fatigue accumulée, les ascensions de fin de course peuvent être dévastatrices. Mais pour être précis, faisons un peu de mathématiques. Vous êtes prêts ? Je vous ai donné les critères. Et maintenant, pour arriver à la cotation, on multiplie le carré de la dénivellation moyenne par la longueur de la pente. Vous me suivez? Non. On obtient un coefficient de difficulté à partir duquel le col sera classé de catégorie 4 pour les plus faciles à hors catégorie pour les grandes ascensions. Mais bon, si on sort un peu des chiffres, au final, on se rend compte que la difficulté des montées dépend... Si c'est très pentu et que voilà, c'est pendant longtemps, c'est 1 ou hors catégorie, hein, voilà. Surtout des circonstances de course. Et là, vous l'avez compris, à peu près, il y a 2-3 paramètres en plus, mais... de tout dynamiter. Alors le reste du peloton subit et s'accroche. Derrière le groupe de tête, dans le peloton, les coureurs de la BMC se relaient pour faciliter l'ascension de leur leader, l'Australien Cadel Evans. En fait, pour le moment, il est le grand perdant de cette étape. Et c'est donc lui qui a le plus intérêt à augmenter le rythme pour rattraper le groupe de tête. Le peloton, lui. Alors il met ses coéquipiers au travail. Mais cet effort a un prix, car être le premier coureur du peloton, c'est se battre contre tous les éléments, mais un peu plus que les autres. Voire beaucoup plus que les autres, car vous vous battez seul contre l'air. L'ennemi numéro 1 du cycliste. Alors pour revenir donc, la BMC est obligée d'essorer ses troupes. À tour de rôle, tête dans le guidon. Envie de faire un train sur PCM là. Evans donne tout jusqu'à arriver à bout de force, puis se relève et laisse un autre imprégner le rythme. Et ils le savent, chacun leur tour, ils seront ensuite lâchés dans la minute par le groupe dont ils étaient le leader quelques secondes plus tôt. Et leur journée de travail terminée, ils finiront l'étape tranquillement, en espérant entendre une bonne nouvelle à leur arrivée, la victoire de Cadel Evans. Mais bref, pendant que l'Australien, en retard certes, mais bien au chaud, laisse travailler son équipe, Veuclair seul tente lui de défendre son maillot. Là, il est en train de faire une étape en solitaire, Thomas Veuclair. Ça peut lui coûter cher dans la dernière montée. 1 minute devant Evans, le Français cravache et se bat pour retrouver le groupe de tête. Pour lui aussi, c'est Contador et Schleck devant d'autres coureurs afin de s'économiser. C'est donc un maillot jaune sans équipe, sans privilège, qui court seul à près de 2000 mètres d'altitude. Là où ils sont juste derrière en plus les autres. Tel un animal faible éloigné de son troupeau, il le sait, il ne pourra pas rester éternellement dans cette position. Il lui faut à tout prix rejoindre un groupe. Quelques kilomètres plus tard, la BMC est toujours là. Mais regardez, alors qu'ils étaient 5 tout à l'heure, ils ne sont déjà plus que 3. Plus que 2 cartouches donc, pour accompagner l'ascension de Cadel Evans, pour l'instant grand perdant du jour.
toujours au courage, Vauclair tient. Mais c'est de plus en plus dur. Est-ce qu'il vaut mieux pas maintenant se relever? On le voit, bah ouais, attends le peloton. Les jambes sont lourdes. Je crains que il s'est cramé dans le galibier. C'est énormément de force dans cette ascension et qu'il le paie dans l'Alpe d'Huez tout à l'heure. Et retour derrière. Ça y est, ils étaient 5, puis 3. Et il est maintenant tout seul. Cadel Evans, seul face à son destin. Tous ses coéquipiers ont tout donné, puis ont lâché les uns après les autres. Il est qu'à 20 secondes de Schleck. Donc plus que ses propres jambes pour l'amener jusqu'au sommet. Reine Taramae vient d'être lâché. Oui, alors Reine Taramae de l'équipe Cofidis, j'avoue que je vous en ai pas encore parlé, mais l'Estonien est actuellement maillot blanc du Tour. Et c'est donc le moment d'ouvrir la deuxième quête secondaire de la journée. Une nouvelle courte parenthèse donc. Le maillot blanc, il vous explique tout, si vous connaissez pas, mais c'est bien. Le mieux classé au général, comme ça vous allez pouvoir kiffer le tour après. Au début de l'étape, c'était donc l'Estonien Reine Taramae de l'équipe française Cofidis qui le portait. Mais à 33... J'ai jamais suivi le vélo, mais putain, cette stratégie c'est fou. Ouais, c'est trop bien de... secondes derrière lui au général, un petit prodige du cyclisme français le talonne. Pierre Rolland, coéquipier et lieutenant numéro 1 en montagne du maillot jaune. Regardez, et en pleine ascension du Galibier, pendant que Rolland tient le rythme derrière Evans, l'Estonien est lui déjà lâché donc. Affaire à suivre. Il y a 40 maillots, me dire non ça va, t'as jaune c'est le classement général, t'as vert c'est le sprint, donc là les étapes de montagne on s'en fout. Blanc c'est comme le général mais c'est que ceux qui ont moins de 26 ans qui sont dedans. Et ta maillot à poids, c'est les étapes de montagne. Donc à chaque fois que tu vois des cols hors catégorie 1, 2, 3, 4, 5, enfin 2, 3, 4, pardon, tu prends un certain nombre de points. Et c'est celui qui a le plus de points. Ça se comprend bien. Retour au maillot jaune donc. Ça y est, Vauclair a lâché. Evans, Frank Schleck, Vauclair et Rolland. Les poursuivants sont donc regroupés. Mais pas pour longtemps. Et Cadel Evans sort du peloton à son tour. Allez voilà, c'est le coup de poker de Cadel Evans à son tour pour tenter d'abord de revenir et de sauver son Tour de France pour avoir encore la possibilité de le gagner. Attention, Thomas Vauclair en difficulté. Thomas Vauclair en difficulté. Ses équipiers n'ont pas vu, il leur dit avec l'oreillette. Wouh, bah c'est foutu là les gars. Ils l'ont pas vu. Attendez-moi. Le rouge, Thomas, il a pas eu le temps de récupérer. Vauclair est donc lâché. Mais Pierre Rolland peut lui suivre Evans. Et ça pose là un cas de conscience à la Team Europe. Est-ce qu'il doit attendre pour jouer le maillot jaune, maillot blanc, mais également lieutenant de Thomas Vauclair. Courir pour lui, pour son maillot de meilleur jeune, ou pour son leader en perdition, le maillot jaune du Tour. La veille, bien qu'avec de bonnes jambes, Rolland s'était sacrifié pour accompagner Vauclair lorsqu'Andy Schleck était parti en solitaire pour s'offrir la victoire d'étape. Mais aujourd'hui, Europcar a plusieurs coureurs, et Rolland est en forme. Alors la décision est prise, le jeune français est libre. Libre de suivre les meilleurs, libre de s'offrir le maillot blanc. Et pourquoi pas, libre de se battre pour la victoire d'une étape déjà légendaire. Et quand vous n'êtes pas leader, ce genre de moment est rare. Car comme je vous l'ai déjà dit, le cyclisme est un sport d'équipe. C'est souvent se sacrifier pour votre meilleur élément, pour le mettre dans les meilleures conditions. Alors quand votre directeur sportif vous donne votre chance, c'est le moment de se montrer. Le moment de prouver que l'on a les épaules, mais surtout les jambes, pour devenir dans un futur proche, soi-même un leader. Alors Pierre Rolland le sait, s'il veut éclater au grand jour sur l'étape reine de la plus grande course cycliste de l'année, c'est maintenant. Surtout que derrière, l'affaire semble entendue. Vauclair craque. Il était l'espoir de toute une France. Il voyait en lui le premier vainqueur français du Tour depuis Bernard Hinault en 1985. Mais là, c'en est trop. Quand t'as tout donné et que tu sais que c'est foutu. L'étape démente de la veille. Mais cette dernière étape de montagne aura été trop difficile. Oh le bidon. Ça y est. Enfin, les premiers coureurs atteignent le sommet du Galibier, à plus de 2550 mètres d'altitude. Andy Schleck passe le col en tête et prend du coup des points au classement de il va se faire la montagne. Notre dernière quête secondaire, celle pour le maillot à poids de meilleur grimpeur. Il gueule après son coéquipier, vu que ses coéquipiers l'attendent. En même temps, j'avoue, quand t'es solo, que t'es en maillot jaune et que les mecs t'attendent pas... Pour gagner celle-ci, il faut arriver le plus de fois dans les premiers au sommet des cols. Ça permet de cumuler des points. Et à ce là, Andy Schleck passe donc devant le champion olympique Samuel Sanchez. Et comme aujourd'hui c'est la dernière étape de montagne, il faudra donc que l'Espagnol arrive à l'Alpe d'Huez et dans les premiers, et devant Andy Schleck. Ouais, je pense qu'il derrière, juste Evans poursuit sa remontée et pointe désormais à seulement 30 secondes des leaders. Alors qu'il était le grand perdant dans le Télégraphe, tout paraît pour lui finalement encore jouable. En plus, là, c'est le moment facile de la journée et il faut en profiter car ça ne durera pas si longtemps. Les coureurs ont mis 1h20 pour parcourir les 50 premiers kilomètres et pour couvrir les 50 suivants, ils ne mettront que 40 minutes. Pour tous, il s'agit là de reprendre des forces au maximum. Mais pour les retardataires, c'est aussi le moment de reprendre le... Tu peux avoir plusieurs maillots à la fois. Non, généralement, je crois que t'as un... Je sais pas si c'est toi qui choisis, si t'as les deux, ou s'il y a un ordre. Parce que je crois qu'Abrahamsen, là, par exemple, il avait maillot vert et maillot à poids, et il avait le maillot vert. Mais du coup, par exemple, si t'as et maillot jaune et maillot blanc, bah tu mets le maillot jaune, et c'est le deuxième qui est au classement du maillot blanc, justement, qui le porte, quoi. Ah, c'est un ordre. Ok, ouais, c'est jaune, vert, poids et blanc, c'est ça? Ok. Groupe de tête avant l'ultime ascension, à condition cependant... Mais par contre, si t'es deuxième, tu ne le gagnes pas à la fin. Enfin, dans le sens, tu vois, si tu finis deuxième à arriver au bout des 21 étapes,
C'est pas toi qui as le maillot blanc, c'est l'autre qui a les deux. De ne pas y laisser trop de force. Et Cadel Evans, ça il le sait. C'est pour ça qu'il commence à s'agacer. Car ça fait déjà plusieurs kilomètres qu'il mène le train des poursuivants, sans l'aide de personne. Car tout le monde en est conscient, il est celui qui a le plus à perdre. Il est donc obligé d'accélérer et de puiser dans ses réserves. Ça collabore pas. Son Tour de France. Ça s'embrouille. Alors l'Australien donne tout pour revenir. Et ça insulte tout le monde. On pense surtout à s'économiser avant l'ultime ascension. Et quelques kilomètres plus tard... Après 70 km de bagarre, regroupement entre les principaux favoris de ce Tour de France, regroupement Cadel Evans revenu en tête de course. En tout cas, le groupe Cadel Evans, c'est désormais, je crois, une vingtaine de coureurs. Il a 4 secondes de plus être sur le podium. On discute, on reprend des forces, on peaufine sa stratégie de montée. Personne ne veut perdre la moindre énergie, alors tout le monde roule au ralenti. L'illustration parfaite du dilemme du prisonnier, qui avait déjà permis à Evans de revenir sur ce groupe un peu plus tôt. Bon, je vais pas revenir sur la théorie mathématique du dilemme du prisonnier. Si vous êtes intéressé, je vous mets une super vidéo d'Arte pour la comprendre. De Willem. Et moi, je vais juste vous raconter les implications que cette théorie a sur ce petit groupe de cyclistes. En fait, si tout ce petit monde coopère, les chances de rester en tête sont fortes pour disputer la victoire à la fin, car derrière, il sera difficile de revenir. Mais si ces individus pensent tous à s'économiser avant la montée, de peur que les autres trichent en économisant leurs forces, alors c'est le statu quo. Plus personne ne prend les relais pour ne pas subir le vent, la méfiance l'emporte sur la confiance, et le groupe roule donc au ralenti. Et du coup, à quelques mètres de l'ultime ascension, une sorte de miracle se produit. Thomas Vovo. Le groupe maillot jaune est en train de revenir sur le groupe Alberto Contador. Thomas Vauclair en train de revenir sur Alberto Contador. Ça veut dire quasiment sa bagarre. Vauclair épuisé. Et que finalement, à cet instant, c'est comme s'il ne s'était rien passé sur la route du Tour. Et nous arrivons donc au pied de l'ultime difficulté du Tour de France. Ah, parce qu'ils ont repris même Schleck et tout. J'avais pas capté. Presque 95 km ont été parcourus. Contador a tout tenté pour attraper son craquage de la veille. Voilà Alberto Contador qui attaque de loin au pied du col du Télégraphe. Mais il n'a pas fait la différence. Cadel Evans a souffert. Oh, Cadel Evans qui a un problème, qui met pied à terre. Cadel Evans qui a un problème. Puis est revenu, avec l'aide de ses coéquipiers. Puis seul, on le pensait fini. Cadel Evans est peut-être en train de perdre le Tour de France. Mais il a entamé son retour dans le galibier pour finalement rejoindre le groupe de tête avant la dernière difficulté du jour. Frank Schleck a lui passé l'étape dans l'ombre. Il a limité les dégâts, mais il est toujours là. De son côté, son petit frère Andy a depuis le début décidé de suivre les accélérations de Contador. Mais après son effort de la veille, il n'a cependant jamais cherché à contre-attaquer. Avec Evans largué, il se savait dans un fauteuil. Mais maintenant que l'Australien est de retour, la donne a changé. Il a encore besoin de faire la différence avant le contre-la-montre du lendemain. Et enfin, Thomas Vauclair est là. Depuis 2 semaines, les miracles s'enchaînent pour le Français. Et encore une fois, contre toute attente, il est de retour dans le groupe de tête. Et à moins de 15 km de l'arrivée, donc, c'est le statu quo. Rien n'a bougé. Vauclair est toujours en jaune et tout le monde se bat encore pour son maillot. Seule évolution, les jauges de batterie se sont épuisées. Mais difficile de dire qui possède à ce moment-là le 15 bornes avant l'arrivée. Nous sommes dans les derniers kilomètres d'une étape dantesque, d'un tour mythique. Et ces 13 km 900 de la montée mythique 2011, de l'Alpe d'Huez s'annonce démentiel. 21 lacets, 1130 mètres de dénivelé positif, 7,8% de pente moyenne, avec des passages à plus de 13%. Un col hors catégorie bien sûr, mais surtout un col mythique du Tour, car ce sera la 27e arrivée à l'Alpe. Et dans ce Tour de France 2011, certes tout est encore possible, mais plus que jamais, chaque coureur a encore l'occasion de tout perdre. Et dès le début de la montée, c'est le chaos. Tout est en train de se jouer maintenant. Vauclair est déjà à la limite. Thomas Vauclair en difficulté de nouveau, ça n'est pas une surprise, mais il va se bagarrer Thomas Vauclair. Et il n'en faut pas plus à Contador pour envoyer une énième banderille. Et Contador il va, c'est parti. Contador est parti devant. Contador. Andy Schleck ne peut pas suivre, Evans est à la limite, Vauclair explose. Et plus globalement, c'est tout le peloton qui vient d'éclater. Encore une fois à cause de Contador. Oh bah ouais, là il attaque 5e virage. Contador dans le virage. Attaque d'Alberto Contador. Là, tout le monde est à la rupture. Seul un homme peut suivre l'Espagnol, Pierre Rolland. Je ne vous l'avais pas dit, mais le Français était parti devant en éclaireur juste avant la montée, quand tout le monde se regardait. Il a conservé un rythme de croisière et il est maintenant rejoint par Contador. Pour lui, l'objectif est simple, suivre sa roue et aller chercher le maillot blanc. C'est reparti. Nouvelle attaque d'Alberto Contador sur l'Alpe d'Huez. Pierre Rolland, comme l'avait dit Laurent Jalabert, le suit. Pierre Rolland qui serre les dents, il est encore là. Et Andy Schleck en dessous. Allez, il y a une centaine de mètres d'écart. Derrière, Evans reste dans la roue de Schleck. Il ne reste que 12 km, mais à ce stade, c'est bien l'Australien qui fait la bonne. Il est en VTT, c'est important. Cadel Evans, il est peut-être en train de gagner le Tour de France ici.
Ce qui est important pour Andy Schleck, c'est de lâcher Cadel Evans en vue du contre-la-montre demain. Andy Schleck qui a moins d'1 minute d'avance sur Cadel Evans. Et devant, ça repart. Contador qui plante les banderilles. Attention parce qu'en 11 km, Alberto Contador peut faire des écarts. C'est un vrai grand grimpeur. Il est capable de revenir sur le podium du Tour de France. Quelques centaines de mètres plus loin dans la descente, une chose est déjà sûre, c'en est fini pour Voeckler. Pour de bon cette fois. Le début de l'étape et la remontée avant le début du col lui aura demandé trop d'énergie. Il ne peut plus suivre le rythme des meilleurs. Il faut maintenant limiter la casse et ne pas perdre trop de temps pour espérer rester sur le podium. Du côté de Contador, on pense que l'objectif est seulement de gagner l'étape. Mais il pourrait peut-être même aller chercher un peu plus que ça. Il a 7 minutes de retard, faut... Pardon, l'information est très importante. 8 km de l'arrivée, Alberto Contador, dans un numéro extraordinaire, a déjà repris il est plus qu'à 3 minutes. Ça veut dire qu'en 2 km, il a repris 1 minute 30 en frère Schleck. Attention, Alberto Contador est en train de réussir une ascension de l'Alpe d'Huez phénoménale. Contador a lâché Roland, mais il doit maintenant garder le même rythme de montée. Et à quelques kilomètres de l'arrivée, tout est encore possible. On est le vendredi, dimanche c'est l'arrivée sur les Champs-Élysées, c'est la fin du Tour de France et on ne sait toujours pas qui sera le Qu'est-ce que c'est bien quand ça finit comme ça là. Mais petit à petit, les limites humaines commencent à rattraper Contador. Et Contador, 72e attaque. Le même rythme. Derrière, Roland est en embuscade, accompagné du champion olympique Samuel Sanchez, qui se bat pour une victoire d'étape et le maillot blanc à poids de meilleur grimpeur. Rappelez-vous, une arrivée dans les premiers devant Schleck, et ce serait pour lui l'assurance d'arriver à Paris avec le maillot. Samuel Sanchez et Pierre Roland reviennent sur Alberto Contador. Puis le Français attaque. Et attaque de Pierre Roland. Oh, attaque de Pierre Roland. Et il est là, Alberto Contador, dans la roue maintenant de Pierre Roland, parce qu'il a vu la victoire d'étape aussi, Alberto. Et dans le groupe de derrière, c'est du copier-coller. Avec cette fois Evans à l'attaque et Andy Schleck qui tente de le suivre. Attaque de Cadel Evans. Oh, ça attaque de partout, putain, mais quelle folie ça. Et attaque de Pierre Roland. Et attaque de Pierre Roland qui a lâché Contador. Qui est en train de lâcher Samuel Sanchez et Alberto Contador à 2 km de l'arrivée. Plus que 2 km. Voeckler a depuis longtemps explosé. Contador a tout donné, mais nous en sommes maintenant certains, il ne reviendra pas au classement général. Frank Schleck ne fait lui que s'accrocher. Et il ne reste donc que 2 de nos 5 protagonistes encore en course pour le maillot jaune. Cadel Evans et Andy Schleck. C'est le luxembourgeois qui provisoirement... il fait du podium aussi là-dessus, Voeckler. Mais en vue du contre-la-montre du lendemain, c'est bien Evans qui fait la bonne opération. Du côté de nos quêtes secondaires, le suspense est lui aussi total. On ne sait pas qui sera le meilleur grimpeur. On ne sait pas si le maillot vert va rentrer dans les délais. Et pour le maillot blanc, Pierre Roland semble avoir fait le trou. Il portera le maillot de meilleur jeune à l'arrivée. Mais il lui reste encore une autre quête secondaire à aller chercher. Une quête secondaire que j'ai à peine évoquée, mais qui est pourtant la plus évidente, la victoire d'étape. Il a 13 secondes d'avance au passage de la flamme rouge, symbole du dernier kilomètre. Et le Français doit maintenant tenir pour remporter la plus belle étape de sa jeune carrière. Il était le seul hier à pouvoir accompagner Andy Schleck qui s'est sacrifié. Et de quelle manière pour son leader, pour le maillot jaune du Tour de France, pour Thomas Voeckler. Pierre Roland est parti pour une victoire d'étape de prestige à l'Alpe d'Huez. Il va y aller Roland. C'est beau, il va y aller Roland. Pierre Roland, mesdames et messieurs, on la tient cette première victoire, on la tient, elle est là, elle est au bout de cette ligne droite, elle est là en haut d'Alpe d'Huez, cette grande, très grande première victoire. Quel monstre, n'empêche. On n'aurait jamais imaginé ça à l'Alpe d'Huez, victoire. Enfin, je savais qu'il avait gagné à l'Alpe d'Huez, mais sur une étape comme ça. Il a bien fait d'attaquer au pied de l'Alpe d'Huez parce qu'il est parti au pied de l'Alpe d'Huez. Ça y est, Roland a gagné. Libre de toute contrainte d'équipe, il aura prouvé à son manager qu'il avait les épaules, mais surtout les jambes, pour devenir peut-être un jour... quel âge, 24 là, non? Sanchez deuxième a lui sécurisé le maillot à poids, et c'est Andy Schleck qui sera en jaune. Cadel Evans qui en termine, Andy Schleck qui est désormais... Il en est où aujourd'hui, Pierre Roland? Bah, il a pris sa retraite. Pour ça, moi, je l'avais invité dans l'échappée, là, l'échappée qu'on a sorti en novembre. Parce que bah c'était en fait ça avait été son dernier Tour de France et tout quoi. Et il est consultant maintenant, Pierre. Du Tour de France 2011. Fatigué de son étape de la veille, il n'aura jamais réussi à lâcher Evans. Mais il portera bien ce soir le mythique maillot. 2 minutes plus tard, Taramae arrive, mais c'est trop tard. Il vient de perdre son maillot blanc. Ouais, le nouveau maillot blanc du Tour de France, c'est Pierre Roland, le vainqueur de l'étape. Pour 1 minute 33. Et plus de 3 minutes après Roland, Voeckler passe la ligne d'arrivée. Enfin, l'Alsacien vient de tout perdre, mais il n'aura pourtant jamais rien lâché. Chapeau. Bravo bonhomme, 3-21 de perdu quand même. Hein. Du côté du maillot vert, Cavendish finira lui dans le groupe Eto, ce peloton alternatif des coureurs à la traîne. Et avec 82 autres coureurs, il ne parviendra pas à arriver dans les délais, mais profitera de la clémence de la direction de course et sera, comme les autres, repêché en échange d'une pénalité de 20 points. Il gardera donc son maillot vert jusqu'à Paris, où il s'imposera sur les champs lors de l'ultime étape. Marc Cavendish, maillot vert du
Pour la première fois de sa carrière, 5e victoire sur le Tour de France 2011. Andy Schleck est lui bien en jeune à la fin de cette étape. Il était sûrement le meilleur grimpeur du Tour, mais comme prévu au final, il n'était pas le plus complet. Et le lendemain, à Grenoble, lors du contre-la-montre, Cadel Evans se chargera comme prévu de le lui rappeler. Ça avait pas l'air d'être un coureur hyper bandant, Cadel Evans quand même. Tour de France. Andy Schleck, he had a day in yellow, but he won't wear it on the day that counts. Dans une lutte à distance sans réel suspense, l'Australien finira 2e de l'étape et s'emparera du maillot jaune. Il n'était ni le meilleur grimpeur, ni le meilleur rouleur. Il n'avait sûrement pas la meilleure équipe, mais il aura évité les chutes, limité les écarts dans les passages difficiles et fait la différence au bon moment. Il aura été le plus stratège, le plus complet et surtout, il n'aura jamais rien lâché. Régulier dans la roue. Voilà, c'était l'étape d'une vie. Une étape pour comprendre l'engouement de tant de personnes pour ce sport. Adoré par les uns, mais souvent décrié par les autres. Un sport qui incarne le dépassement de soi comme aucun autre. Dépassement de soi le plus souvent pur et naturel, mais aussi parfois synthétique. Car en vélo, il faut chaque seconde jouer avec les limites de son corps pour l'emporter. Alors la tentation de triche peut parfois s'avérer trop grande pour les coureurs. D'ailleurs, Alberto Contador sera a posteriori suspendu de cette 98e édition du Tour de France pour dopage. La légende espagnole du vélo sera donc entaché, comme de nombreux autres l'ont été dans le passé. Pour réaliser ses rêves de grandeur, il aura pris le risque de dégoûter du cyclisme ses amoureux et ses défenseurs, et aura donné encore un peu plus de crédit à ses détracteurs. Mais la chimère d'un cyclisme propre motivera tout de même la majorité d'entre eux à continuer de suivre le plus grand événement sportif de France. Il est grand ce Fatch, il est grand. Ouais, tue la vidéo. Putain, l'étape quoi. Et Pierre, ça a été la seule étape du Tour de France qu'il a pris du coup. Non? Putain, elle est belle. Hein. Bah oui, PA, là tu prônes le Contador dopé, 3 petits points, c'est triste. Merci, Guejo. Non, mais en tout cas, là-dessus, vous êtes toujours on point.